L'avenir de l'AIS dépend de notre mobilisation collective, de notre capacité à faire bloc autour des idéaux fondateurs de cette union. Avec conviction ferme, je formule le vœu d'avoir des échanges riches et fructueux. J'ose espérer des propositions audacieuses et pertinentes au sortir de cette conférence. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, permettez-moi, au nom des vaillantes populations de la région du Yoro et à mon nom propre, d'adresser mes vifs remerciements au président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel pour cette initiative noble et pour son engagement exemplaire dans la conduite des travaux de la CNCIS. Je voudrais rappeler que son leadership éclairé, sa rigueur méthodologique et son sens du devoir ont permis déjà de poser les jalons d'une coordination efficace et d'une mobilisation nationale autour des idéaux portés par l'AIS. Pour terminer, je dirais que le défi est certes immense, mais la foi et la détermination de nos peuples l'est encore plus. J'ai la ferme conviction qu'ensemble nous bâtirons un espace sahélien uni, solidaire et souverain. Sur ce, je souhaite à chacun de nous une bonne conférence sur l'entrée de la Confédération des États du Sahel dans la région du Yoro. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la région du Yoro, vive le Burkina Faso souverain, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci camarades. Bien, nous disons donc merci à monsieur le gouverneur de la région du Yoro pour son mot d'ouverture. À présent, mesdames et messieurs, distingués invités, voici venu le moment d'entamer la conférence à proprement dit. Mais je pense que toute chose concourant à sa réussite, je vais repasser. Ok. Monsieur le gouverneur, Sa Majesté, permettez que je fasse mienne la préséance qui a été déclinée par Monsieur le gouverneur, parce que c'est non seulement bien fait, et c'est exhaustif. Et de peur d'en oublier en reprenant, je préfère maintenir à ce qu'il a su professionnellement bien calibrer. Le deuxième élément, quand on est en relation avec la nature, on s'incline respectueusement devant les forces coutumières, les forces religieuses. Et pour être transparent et juste, aussi humble que monsieur le gouverneur me permette, avec l'accord de toute l'assistance, de signifier mes sincères reconnaissances à Sa Majesté. Parce que même s'il n'y avait pas eu la conférence régionale, je devais me faire le devoir de revenir le voir. Et parce que je me rappelle quand j'étais ministre d'État, ministre de la fonction publique, je suis passé dans la région ici. Et en passant dans la région, j'ai salué les forces religieuses. Je suis passé saluer le chef de terre et j'ai été solliciter les bénédictions de Sa Majesté en lui disant que j'ai été envoyé en mission, une mission d'État. On m'a fait confiance. Je ne pars pas à une conquête d'argent. Je ne pars pas à une conquête de matériel, donc de villas. Et quand un être est bien éduqué, il doit savoir avoir honte. Et si vous savez ce que c'est que la honte, quand on vous envoie en mission, quelle que soit la nature de la mission, c'est de prier Dieu les ancêtres, la nature, de faire en sorte que vous terminez cette mission avec honneur, dignité, intégrité et bravoure.
C'est ça l'argent. C'est ça le matériel. Donc, en lui disant bonjour, je lui ai demandé de faire en sorte à ce qu'il me comprenne et qu'il joigne sa voix aux autres voix que j'ai sollicitées pour invoquer la nature et les membres des ancêtres, de m'accompagner pour que partout où je mettrai pied, au nord de notre pays, qu'on sache que quelqu'un qui a été envoyé en mission est passé par là. Effectivement, jusqu'à la fin de ma mission, en me changeant du ministère de la fonction publique en tant que ministre d'État et en m'envoyant sur un autre pôle, peut-être plus exigeant, je n'ai pour le moment pas trébuché. Et si je ne l'ai pas fait, ça veut dire que ces prières, en disant d'aller, tout va bien se passer, ça s'est bien passé. Et vous me permettez donc de lui dire sincèrement, merci beaucoup. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que quand son Excellence ou le camarade capitaine Ibrahim Traoré m'a envoyé aux Nations Unies pour prendre la parole en son nom, il y a un qui fait les conférences sur la toile qui disait que à l'introduction, au moment où j'appelais les noms de ceux qui sont décédés, les héros d'Afrique et du monde qui sont décédés, lui, il était assis dans son bureau, il regardait l'écran et il les voyait rentrer un à un. Et quand j'ai dit etc., ils sont rentrés, waouh! Et qu'ils sont venus ensemble vers la tribune, ils m'ont soulevé comme si c'était le mont Kilimandjaro. Qu'en ce moment, je ne m'appartenais plus, que je ne pouvais que réussir. On ne peut pas invoquer les membres des ancêtres et puis ne pas réussir. Dès lors que vous savez d'où vous venez, et vous avez le courage de l'exprimer là où vous êtes, il n'y a pas de raison que vous trébuchiez. Dans la conférence, je prendrai des exemples pour vous dire l'Afrique qui est appelée berceau de l'humanité, ce n'est pas seulement le fait que le premier homme est né en Afrique. C'est parce que non seulement le premier homme est né en Afrique, et l'ensemble des valeurs, même culturelles, qui étaient déclinées à travers le monde, ont eu pour origine l'Afrique, et notamment l'Égypte. Même tout ce qu'on cite dans tous les documents, je reviendrai pour donner avec précision des éléments qui indiquent que c'est l'Afrique qui a été le berceau de la régulation des relations humaines dans la société. Il ne faudrait pas que les gens se trompent, dirais-je, en croyant que dès lors qu'on est différent de teint, parce qu'on nous a fait des lavages de cerveau, en croyant qu'on est devenu soit plus clair, ou qu'on est jaune, ou qu'on est rouge, qu'on est blanc, qu'on croit qu'on est supérieur à ceux qui sont de peau noire. Il faut se raviser parce que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, et que le premier Africain ou les premiers Africains étaient de peau noire, tout un chacun doit comprendre que donc l'original c'est la peau noire et les autres sont des photocopies. Et une photocopie ne saurait être supérieure à l'original. C'est pas possible. On se répète toujours. J'ai dit à quelqu'un tout récemment qu'il faut qu'on fasse attention. Les Africains ne sont pas des sous-hommes. Ceux qui vivent au Burkina, au Mali, au Niger ne sont pas des sous-hommes. Et comme ils ne sont pas des sous-hommes également, ils aspirent au bien-être. Ils aspirent à la liberté. Ils aspirent à l'honneur, à la dignité, au même titre que tout le monde. Et vous qui êtes devant moi en train de parler de teints différents, vous me permettez, si on se lève tout de suite et qu'on va dans un bloc dans un laboratoire biologique, si on enlève vos cellules, on appelle ça les cellules du corps, les cellules somatiques, donc, et qu'on enlève aussi vos cellules somatiques, ça veut dire que ce soit sur le bras, sur le cou, sur la jambe. Si on va analyser, on va trouver que dans la cellule, malgré la différence de teint là, il y a à l'intérieur ce qu'on appelle, les biologistes s'appellent des chromosomes. Mais nous, on va simplement les appeler des bâtonnets. On va trouver chez toi là, il y a 46. Chez moi aussi, il y a 46. Il y a 46 parce que chaque bâtonnet est représenté 2 fois. Donc c'est 23 bâtonnets dont chacun est représenté 2 fois. Ça fait 46. Si on enlève aussi tes cellules de reproduction,
On enlève chez moi, on va trouver chez toi 23, chez moi aussi 23. Donc, il ne faut pas regarder ta chevelure et le teint pour croire qu'il y a une question de supériorité. Le teint, d'abord, c'est lié au fait que ceux qui ont quitté l'Afrique, nos aïeux qui ont quitté l'Afrique et qui se sont déplacés au fur et à mesure en termes d'immigration sur les autres territoires, se sont retrouvés dans des zones drastiques où il n'y a pas de rayonnement solaire. Il y a un bâtonnet qui est chargé de la production de la substance pour protéger le corps contre les rayonnements solaires. Et la substance qui est produite, c'est ça qu'on appelle la mélanine. Quand tu es dans une zone où le rayonnement est très fort, ce bâtonnet produit la mélanine pour protéger le corps. Et c'est ça qui rend le corps sombre. Et plus tu dures dans un espace, dans un lieu où il n'y a pas de soleil, ce bâtonnet-là rentre en repos. Et quand il rentre en repos, il ne produit plus la substance. Ça veut dire que chez toi, la mélanine n'est pas produite. C'est ça qui fait que la peau est blanche, ou rouge, ou jaune. Donc, si vous ne le savez pas, je vous le dis par ces deux différentiels. Et vous dire aussi que les cheveux qui sont descendus jusqu'au cou ne veut pas dire que vous avez une belle chevelure que nous. Non, non, non. C'est parce que vous avez mal étudié la science. Et comme vous êtes dans la zone où il fait très frais, quand il fait frais, le premier organe du corps qui fait très mal quand on le touche, ce sont les oreilles. Donc la nature a réagi et a fait pousser les cheveux pour venir couvrir toutes tes oreilles. Donc c'est pour dire que justement, nous qui sommes dans une période où il fait chaud, dans des zones où il fait chaud et il y a le soleil, on n'a pas besoin de mettre des choses pour couvrir les oreilles et venir jusqu'aux épaules. Alors si on va revenir là-dessus. Vous voyez. Donc quand on indique tous ces éléments, c'est pour amener les êtres humains, où qu'ils soient, à prendre conscience. À prendre conscience parce que nous, Noirs, permettez-le, on en a besoin de cette prise de conscience parce que ce qui nous attend, c'est très grave que ce qui nous est arrivé, qui est déjà horrible. Ce qui nous est arrivé, c'est que dans notre vie, ça veut dire la vie de nos aïeux, arrière-aïeux, ils n'ont jamais été traités comme des êtres humains. Mais s'ils n'ont pas été traités comme des êtres humains, est-ce qu'aujourd'hui, dans le fond, et quand on voit le comportement, sommes-nous traités comme des êtres humains en réalité? Non. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nous ne sommes pas traités comme des êtres humains. Malheureusement, dans le temps et jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours eu la malicieuse manière de mettre ça sur papier pour indiquer que ce sont des lois. Et comme ce sont des lois, et ça est sur papier, c'est ça qu'on doit respecter. Il faut donc qu'on élève notre niveau de conscience afin de comprendre et dire non. Quand je dis que nous n'avons jamais été respectés, on n'est pas respectés, c'est pour indiquer un temps soit peu d'où nous venons. Vous avez dû entendre parler, même si c'est des mots dans leur langue, parler de traite négrière, parler d'esclavage, parler de colonisation. Aujourd'hui, on parle de néocolonialisme. On associe à ça même des questions d'indépendance. Mais est-ce que ces mots-là, dans le changement, le dénominateur commun est-il à avoir autrement? Non. Le dénominateur reste réellement commun. Et ce dénominateur commun, nous qui sommes de teint sombre, donc les Noirs, nous ne sommes pas considérés par eux comme des êtres humains. Nous sommes même considérés souvent moins que des animaux. Chez eux, nous sommes des objets. Et qui dit objet, dit quelque chose qu'on peut vendre, quelque chose qu'on peut tailler, quelque chose qu'on peut cisailler, quelque chose qu'on peut acheter chez quelqu'un. Je prends un seul exemple. Pendant la période d'esclavage, ils avaient la possibilité, quand ils viennent en Afrique, ils ramassent nos frères noirs, dont nos aïeux, quelqu'un qui peut venir de l'Afrique du Sud, et quelqu'un peut-être qu'on a attrapé au Burkina, qui vont se retrouver dans une contrée méconnue, c'est là-bas qu'ils sont croisés. Après les travaux champêtres, la nuit venue, on va regarder parmi vous pour voir qui est le plus baraqué.
Et on va regarder également, parmi les femmes, quelles sont celles qui ont la forme physique qui sied. Vous ne venez pas du même pays, vous ne vous connaissez pas. Mais ils vont créer les conditions, vous forcer à rentrer ensemble. Et dès lors qu'il y a une grossesse, l'objectif c'est quoi? C'est pour que votre forme physique et la forme physique de la femme puissent se répercuter sur votre produit, afin que le produit qui va naître, c'est comme ça il l'appelle, puisse être un produit qui peut leur servir de même force que la force parentale, que ce soit du côté mère, que ce soit du côté père. Mais vous imaginez un enfant qui naît de deux personnes qui ne se connaissaient pas, de par le lien corporel et par l'éducation de l'enfant, il y a un lien de sang qui reste. Un jour, vous allez voir quelqu'un débarquer avec son cheval, il dit que lui, il est à la recherche de maître d'œuvre. Il veut un être humain pour acheter. Et son collègue qui en a, donc qui a eu la possibilité de faire accoucher un enfant, il fait sortir tout le monde, et puis le passager là regarde. Il peut tomber sur l'enfant, il dit bon, lui c'est l'enfant qui veut. Et si c'est l'enfant qui veut, lui chez lequel l'enfant a été mis au monde, en forçant deux personnes à rentrer ensemble, l'enfant étant considéré chez lui comme un objet, il discute le prix avec celui qui est venu. Et si on lui donne l'argent, il attrape l'enfant, il l'attache, il donne. Vous imaginez quelle blessure qu'on peut ressentir en une mère, à un père, qu'on voit son enfant qu'on arrache comme un poussin et qu'on remet à un inconnu et on remet de l'argent. Si vous vous amusez, on vous exécute, puisque vous n'avez pas droit de vie à la limite. Ça veut dire votre droit de vie, le fait qu'il vous amène à l'hôpital quand vous ne vous sentez pas, entre griffes, quand on vous procure des soins, c'est comme quelqu'un qui appelle son vétérinaire pour voir comment entretenir son âne, son cheval, afin qu'il soit physique. Comment il faut entretenir son chien afin qu'il continue d'aboyer. C'est tout simplement ça. Donc ce n'était pas de soins. Le fait de nous alimenter nos grands-parents, c'était de leur permettre d'avoir un minimum de force pour ne pas s'écrouler dans les champs de culture et de production. C'est tout simplement ça. Pour montrer qu'on n'est pas aussi des humains, après cet exemple, comme les parents se débattaient pour fuir, il fallait quitter les plantations. Vaille que vaille là où tu veux aller, ils avaient formé aussi parmi eux ce qu'on appelait des chasseurs d'esclaves. Et ces chasseurs d'esclaves aussi se promenaient de zone en zone pour voir, chez vous, est-ce que votre esclave n'a pas disparu? Si on dit que l'esclave a disparu, ce sont des gens qui sont formés à connaître toutes les pistes des zones. Ils vont prendre leurs chevaux, parcourir les forêts, pour aller retomber sur le même fugitif. Ils vont l'attraper, le ramener, et maintenant, au gré de l'émotion du maître chez lequel il a été ramené, pour l'empêcher de repartir le lendemain, ou même un mois, on choisit de couper ses tendons au niveau du talon. On peut couper les deux tendons, c'est-à-dire il est obligé de ramper, ou bien on coupe un tendon si on estime qu'on a toujours besoin de toi petit à petit. Deuxième exemple. Troisième exemple, ils ont la possibilité de construire ce qu'on appelle des cages à oiseaux. De la même façon qu'on met les oiseaux dans des cages. Fait une cage. Si leur enfant estime qu'ils veulent regarder un animal comme dans le zoo, peut attraper un enfant noir, même une personne en main, on ferme, et puis le matin, les enfants passent contempler. Voilà le miroir passé, ce que nos aïeux ont vécu. Et même pire, si vous tapez sur vos portables, vous allez voir un exemple où il a été dit, un jugement qui a été tenu sur les 137 Africains qui ont été embarqués. Et ces 137, avant d'arriver, ils ne valaient pas 100. Pourquoi? Parce que quand on vient les ramasser, la quantité d'eau qui se trouve dans leur embarcation, la quantité de nourriture, quand les vagues font en sorte que l'embarcation prend un retard dans son évolution et que la quantité d'eau diminue, la quantité de nourriture diminue, on choisit certains, on jette vivants dans la mer. Et quand on jette vivants dans la mer, c'est parce que tout simplement dans leur règlement d'exportation des Noirs, si tu as déjà dit dès le départ, par exemple de la Haute-Volta, que tu as 137, et ceux qui sont là-bas ont pu vérifier que c'est 137, si tu arrives avec 60, même tous ceux qui ne sont pas là, en principe, il y a des taxes qu'on te paye là-dessus. Mais si tu fais erreur, que sur les 137, les moins de 100 que tu as amenés, il y a un cadavre parmi eux, il y a des parties que tu perds. Donc, pour éviter qu'il y ait des cadavres parmi eux,
on prélève des gens, on jette dans la mer s'ils ne peuvent pas tenir. Et pour pouvoir cartographier tout ça, ils prennent un certain nombre de lois. Et ces lois ont été validées en 1685. Et ce sont l'ensemble de ces lois qu'ils ont appelé le Code noir. Et c'est dans ce Code noir qu'ils ont clairement articulé, si vous tapez sur les portails, vous allez tomber là-dessus, il est clairement articulé que nous sommes des objets. Donc on peut nous tailler, on peut nous vendre, on peut nous cisailler, on peut nous faire ce qu'on veut. Et dans ce Code noir, au fur et à mesure qu'il monte, il constate que les révoltes là sont nombreuses. C'est vrai, je n'ai pas amené le pain ici, mais si vous partez comment dirais-je, à New York, il y a des quartiers, si vous partez, les frères noirs que vous trouvez là-bas, vous ne faites pas attention, le bonjour, ce sont des injures. Parce que d'abord, eux, ils sont aux États-Unis, mais ils ne savent pas de quel pays ils viennent. Et quand ils te voient, la première phase, c'est de dire, ce sont vos grands-parents qui ont aidé à attraper nos parents, jetés aux États-Unis, desquels ils sont nés, ils sont en train de souffrir. Vous voyez déjà le climat qui existe. Et de ce point de vue, ces éléments qui ont commencé à venir au Burkina Faso, nos frères noirs qui ont commencé à venir au Burkina Faso, sont passés en 2024, en janvier 2024, dans notre pays. Ils ont vu le chef de l'État. Après, ils sont passés au ministère de voir. Ils m'ont offert un cadeau en paille. J'ai fait une photo, j'ai mis sur la toile. Mais cette photo en paille, quand vous regardez le paille, vous allez croire que ce sont des dessins. Ce n'est pas des dessins. En fait, ce sont les cartes que leurs aïeux utilisaient pour s'orienter des champs afin de fuir. Donc, ce sont ces cartes-là que les descendants ont rassemblées et ont pu restructurer en tissu. Donc, ils ont nommé le tissu du combat. Mais ils sont en train toujours de chercher de quel pays ils viennent. Voilà pourquoi quand ils sont venus, et tout récemment, j'ai encore animé une conférence avec 700 qui étaient là, des afro-descendants. Ils ont même demandé au chef de l'État de voir comment ils pouvaient avoir la nationalité burkinabé. Donc, vous voyez dans le monde combien d'Africains souffrent. Et quand ils sont venus au ministère, ils ont répété la même chose. Je leur ai dit, c'est très bien que le chef d'État vous ait déjà reçu. C'est bien qu'il vous ait reçu, c'est bien qu'il vous ait écouté. Le connaissant, c'est ce qu'il a pris note. Maintenant, considérez que le fait que vous êtes déjà sur le sol burkinabé, ex-sol voltaïque, et que vous avez été reçu par le chef de l'État, et il vous a donné toute la liberté d'aller et de revenir, considérez que vous avez déjà la nationalité burkinabé. Donc, il ne faut pas vous en faire. Et étant donné que vous avez la nationalité burkinabé, ça sera dans le comportement, dans la façon de faire, dans le renforcement de la fraternité. C'est en cela que vous allez vous sentir véritablement burkinabé. Ils sont partis en 2024, voilà, ils sont revenus en 2025, près de 700. Et je viens de lire un qui vient de faire une publication qui souhaite que le Burkina Faso soit considéré comme la plaque tournante de l'ensemble des Africains du monde. Et que chaque année, ils puissent se mobiliser entre 2000 et 3000 personnes. Mais je pense, quand par exemple des gens commencent à réfléchir comme ça, vous imaginez 2000 à 3000 Noirs qui déferlent sur un pays chaque année. Je ne parle pas des questions de brassage culturel. Et regardez le boom économique que cela va développer, le brassage, les relations que les jeunes vont pouvoir tisser avec de telles personnes qui ne viennent pas avec des têtes vides. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est ça qui a justifié l'acte du chef de l'État en disant, noir où tu sois, il n'y a pas de raison, africain que tu sois, il n'y a pas de raison que tu viennes au Burkina et que tu cherches à payer un visa. Voilà pourquoi il a instruit et il a pris la décision que tout Africain qui doit venir au Burkina, le visa est désormais gratuit pour vous. Donc ça, c'est un débat. Mais c'est pour aussi dire quoi? Nous disons que quand vous prenez une force, la nature vous donne la force, cette force doit être juste. Et la preuve de la justesse de cette force, c'est quand vous l'utilisez pour essuyer les larmes des orphelins. C'est ça quand vous l'utilisez pour essuyer les larmes des veuves. C'est quand vous utilisez cette force pour permettre à la nature de se ressentir et de donner ce qu'on appelle la valeur humaine à tout un chacun. Et donc, quand je fais un petit rappel, quand ils ont vu l'exemple du pain que j'ai pris, qu'ils sont venus remettre, qu'ils ne sont rien d'autre que des produits des résultats de leur révolte, ils ont dit, bon, c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils continuent de se révolter. Il faut même partager leur territoire. Ils se sont retrouvés en 1884. Et quand ils se sont retrouvés dans cette conférence de 1884, ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau où chacun a pris son morceau empoché.
Et vous voyez comment ils sont venus. Ils ont encore frappé dans le réservoir humain africain. Mais si nous prenons le cas du Burkina, il est difficile de trouver un pays qui a subi les mêmes affres que ce que notre pays, appelé Burkina Faso ex-Haute-Volta, a vécu. Pourquoi cela? Parce que justement, si vous tapez sur vos portables les interviews du général de Gaulle, il a dit que s'il y a un pays avec lequel il ne faut pas s'amuser, c'est la colonie qu'eux ils appellent la Haute-Volta. Parce qu'en Haute-Volta, donc aujourd'hui Burkina Faso, que ce sont des gens qui sont très bien éduqués, ce sont des gens qui sont disciplinés, ce sont des gens qui sont courageux, ce sont des gens qui sont dignes. Mais attention, malgré leur discipline, quand ils freinent, ils te disent qu'ils n'avancent pas. Ou bien quand ils te disent qu'ils avancent, ils ne vont pas reculer, il ne faut pas croire qu'ils vont reculer. Et donc s'il fallait armer d'autres pays, s'il fallait donner même l'indépendance à d'autres pays, il fallait surveiller ceux qui sont des voltaïques, donc aujourd'hui Burkinabé là, comme de l'huile sur le feu. Parce que ce sont des enfants qui sont indomptables. Mais justement, ce qu'il oublie, ce que lui il oublie, on arrive à dompter quelqu'un qui n'est pas en phase avec la nature. On arrive à dompter quelqu'un qui ne connaît pas son histoire. On arrive à dompter quelqu'un qui ne sait pas correctement s'orienter, il ne sait pas où il est. Mais vous-même, vous dites que l'intéressé a été bien éduqué. Vous dites qu'il est courageux. Vous dites qu'il est digne, il est intègre. Mais tout cela, ce sont des valeurs qui ont été transmises par les ancêtres. Tu ne peux pas parler au nom du vent, au nom du feu, au nom de l'eau. Et puis l'individu va venir parce que lui, il a changé de teint, il est devenu teint clair, et croit pouvoir te soumettre. Il oublie que c'est toi l'original. S'il a besoin d'éducation, c'est chez toi-même qui devait venir, dire, je suis en train de me perdre, est-ce que tu peux m'aider à revenir sur les rails? Voilà pourquoi l'Afrique doit être aussi préservée comme un berceau des valeurs. Là aussi, je reviendrai là-dessus. Vous voyez donc, de 1884, on se situe au niveau de la Haute-Volta, donc aujourd'hui Burkina Faso, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que ce réservoir humain, qui permettait même, dans leur déplacement, de travailler durement dans les autres colonies, la France rapidement a pris un décret en 1893 pour dire que lui, il constate qu'après le partage de gâteau là, il y a des hommes de ces colonies qui migrent pour aller servir d'autres colonies. Parce qu'avant, nos parents ne partaient pas dans des colonies françaises, ils ne partaient pas en Côte d'Ivoire. C'est au Ghana qu'ils partaient. Et si vous demandez à nos grands-parents, et vous allez voir même dans leur chambre, souvent, d'autres ont amené des vélos de très longs en longueur. Donc, vous regardez, ces vélos-là, ce sont des vélos qu'ils ont payés au Ghana. Et c'est en 1893 que la France a pris un décret pour dire que lui, il va recentrer, bien cartographier ses colonies, les colonies françaises. Et en 1933, ils ont pris un autre décret pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut faire en sorte que ceux qui sont de ces colonies n'aient pas développé d'autres colonies qu'en dehors des colonies françaises. D'où le Burkina encore a subi de plein fouet des puisages de la main-d'œuvre, envoyés vers la Côte d'Ivoire, envoyés au Sénégal, envoyés au Gabon, pratiquement sur les colonies françaises. Parce qu'on a estimé que c'était une main-d'œuvre qui était très bien à récupérer. En Côte d'Ivoire spécifiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1933, donc, ils ont pris le décret pour dire tous les voltaïques, donc aujourd'hui burkinabés qu'ils amenaient en Côte d'Ivoire, comme les gens fuyaient pour revenir, on t'amène, tu n'es pas chez toi, tu fuis pour revenir, ils ont pris ce décret pour dire, après l'étude de leurs psychologues et leurs sociologues, qu'il faut créer des villages de même nom que les villages dans lesquels les voltaïques ont été prélevés. Et ça va leur permettre de croire qu'ils sont chez eux et qu'ils ne vont pas repartir. Donc, si vous tapez sur le net, le livre qui a été écrit par M. Titenga Passéré, Le droit des travailleurs migrants, de 1887 à 2014, vous allez lire à l'intérieur pour dire que dans ce type de prélèvement, il y a des moments où on peut même prélever 1000 personnes. Et quand on prélève 1000 personnes, dans la marche, pour atteindre les lieux où ils sont là, peut-être le maximum qui va atteindre sur les 1000 là, c'est moins de 500. Il y a ceux qui meurent en route, parce qu'ils piquent des crises, ils tombent, ils meurent. Il y a ceux qui tombent malades. Et comme ils traînent l'avancée, on les abat. Il y a ceux qui n'ont pas de choix, qui fuient, qui traversent la brousse, et puis des animaux sauvages les attrapent. On a continué à fouetter dans le réservoir humain voltaïque de la même façon, de façon barbare. Et si vous écoutez les audios, il y a même un doyen qui est revenu là-dessus,
ça ne vaut pas une semaine. Il disait, dans son temps, il a donné des précisions. Il dit, même quand on les prélève comme ça, au nombre de 1000, tout ce qu'on leur donnait comme élément à transporter, ça veut dire élément alimentaire, c'est une boule de sel. Ça veut dire un paquet de sel, on met dans un pain ou un sachet, on attache, on te donne. Et cette quantité de sel, c'est qu'au fur et à mesure que tu avances, si tu as faim et qu'il y a de l'eau, tu enlèves les grains de sel, tu mets, tu remues, ça se dilue et tu bois. Voilà ta nourriture. Et or, vous pouvez faire des mois en train de marcher. Donc, il ne peut pas ne pas avoir des morts. Dans ce cadre dont vous allez trouver en Côte d'Ivoire, des villages qu'on va appeler Koudougou 1, Koudougou 2, Tenkodougou, Koupela, Garango. Donc, avec l'opération Bayou, on dit non, ce sont les Burkinabés qui se sont accaparés des terrains et puis ils ont créé des villages. Non, ça c'est l'acte français pour permettre aux Burkinabés qu'on a forcé à aller là de se sentir chez eux. Pire, ils sont même partis lui en disant que de la même façon que les garçons sont très braves, ils sont très travailleurs, il faut créer les conditions pour qu'il n'y ait pas, j'allais dire, un contact entre ces Burkinabés et d'autres origines, parce que le produit qui va naître peut ne pas être de la même qualité, entre ce sont mes propos, comme ceux qui sont venus prélever. Conséquence, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent en Haute-Volta, donc aujourd'hui Burkina, ils ramassent, permettez-moi le terme, et c'est le terme comme ça, ils ramassent nos sœurs et nos filles, ils s'en vont là où il y a les autres Burkinabés, et puis ils créent des contacts de mariage. Parce que chez eux, dans la vision de leurs sociologues et psychologues, c'est que le produit qui est né d'une femme et d'un garçon burkinabé va bénéficier de la même éducation. Donc ça sera un produit de courage, d'intégrité, travailleur, discipliné. Ils n'auront même plus le temps, dans 10 ans, 20 ans, de revenir encore puiser d'autres personnes puisqu'ils ont le produit déjà sur place. Donc vous voyez ce que nos parents ont vécu. Et quand je dis ils marchent, des moments, on peut prélever des gens vers Fada, vers Tenkodogo, vers Banfora. Et puis, on les canalise. Même dans la zone ici, on les canalise, ils vont marcher à pied, d'abord jusqu'à Bamako, au Mali. Vous imaginez ici, Bamako, ça fait combien de kilomètres? Et arriver à Bamako, ce n'est pas terminé. Ceux qu'ils ont exécutés parce qu'ils sont faibles, et ceux qui sont forts, c'est important des charges. Et les charges, c'est souvent du riz, c'est du coton, en tout cas les produits qu'eux, ils ont fait cultiver ici. Au moment où ils sont soit sur leurs chevaux ou bien dans leurs embarcations, donc on vous fait porter des charges et vous marchez d'ici jusqu'à Bamako. Et la nourriture que vous avez, c'est cette quantité de sel que vous mettez de temps en temps dans l'eau pour boire. Arrivé à Bamako, vous poursuivez jusqu'à Dakar. Il faut arriver à Dakar, remettre, on va maintenant déverser ce que vous avez transporté là, pour que leur embarcation emporte dans leurs différents pays. Et dans ça, il y a combien de morts? Si vous arrivez à Gorée, au Sénégal, vous allez arriver à Gorée, on va vous indiquer, vous voyez même les impacts. On va vous indiquer les cases où on mettait d'abord les hommes qu'on amène là pour vérifier les dents, la qualité de leurs dents, si vraiment c'est un esclave de valeur ou pas. Et il y a la dernière chambre qui donne tout droit sur l'océan. Et la porte qui s'ouvre sur l'océan, on appelle ça la porte de non-retour. Et cette porte de non-retour, ça veut dire quand tu arrives là-bas, pour passer par la porte et descendre dans l'embarcation, ça veut dire c'est adieu à l'Afrique. Et quand on dit adieu à l'Afrique, soit tu vas arriver là-bas vivant, ou bien si la nourriture diminue, on va te jeter dans la mer, dans l'océan. Ils sont combien qui y sont restés? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on posait des questions à l'océan, que ces océans pouvaient parler, ça allait être très grave. Donc voilà ce qu'on a vécu au Burkina et notamment en Afrique et de façon générale ou dans tout point où se trouvent les Noirs. Donc, en faisant tout cela, si cela est un récapitulatif du minimum que nous avons vécu, ça veut dire c'est le minimum, donc je le cite, que nous avons vécu, que nos grands-parents ont vécu, mais allons-nous toujours rester dans ça? Mais justement, ils tentent de nous dorloter, de chanter des termes pour donner l'impression, non, nous sommes égaux, les aïeux ont souffert, c'est vrai, mais il ne faut pas s'en faire, on est en période de droits humains, nous sommes la même chose, ce n'est pas la peine de se révolter. Tout Africain qui est très 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 bien éduqué et qui est vigilant doit comprendre qu'il n'y a pas de parenté entre un bouc et une hyène. Si un matin, le bouc est chez lui, et l'hyène sort, et vient et marche, et passe devant la concession, et puis elle lève une patte et dit bonjour parent, le bouc n'a qu'à commencer à se chercher. Parce que quelqu'un ne peut pas prendre ton aïeux,
ton grand-père, aller cisailler, le mutiler, le déshumaniser. Et aujourd'hui, le même individu ou son enfant qui est dans la même ligne vient te dire oui, que nous, on est la même chose. Ce n'est pas vrai. Et quand je dis de la façon dont ils nous traitent, ce n'est pas une question même de blancheur ou de rougeur ou de l'état jaunâtre de la peau. Quand je parle comme ça, je les mets tous ensemble. Que ce soit les pays arabes, que ce soit les pays, comment dirais-je, occidentaux, ils ont tapé dans le réservoir noir. Et il faut qu'on se dise la vérité, parce qu'on dit, on ne soigne pas une plaie qu'on cache. Si vous voulez avancer, et qu'on avance correctement, qu'on ait le droit d'indiquer les plaies, de les soigner correctement. Pourquoi j'ai dit que ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé parce que je ne peux pas comprendre qu'on dise que nous sommes dans une période de droits humains et qu'aujourd'hui je suis assis, je vois, dans les pays limitrophes à la mer, on voit des jeunes qui reviennent, des cadavres déversés comme des sachets noirs. Je ne peux pas admettre qu'on vienne me dire que nous sommes la même chose aujourd'hui. Et au moment dans le désert contigu au pays maghrébin, on voit des frères et sœurs qui sont pourchassés avec des gros chiens gibier. On le pourchasse comme un rat. On ne peut pas venir me dire que nous sommes la même chose au moment où nos sœurs, nos femmes et autres qui traversent les frontières pour aller chercher le mieux-être, on les utilise comme des objets sexuels. Ce n'est pas pensable, ce n'est pas acceptable. Mais une chose est d'indiquer à l'autre pour dire qu'il a mal fait. Mais l'autre chose, c'est de savoir là où on a trébuché. Et là où nous avons trébuché pour que ça continue, ce sont ceux qu'on nous a imposés de par le temps en appelant des dirigeants. Est-ce qu'on avait réellement des dirigeants? Je démontrerai qu'on n'avait pas de dirigeants. On n'a pas de dirigeants parce que quand ils ont parlé de traite négrière, ils ont parlé de l'esclavage, ils viennent parler de la colonisation, ils parlent de décolonisation, parce que partout les Noirs sont en train de se révolter, ils se sont permis rapidement de se retrouver pour déclarer ce qu'ils ont appelé la conférence de la Baule. Et cette conférence de la Baule, c'est de dire aux Africains, rapidement, bon, on va rentrer en période démocratique, en période de droits humains. Parce qu'en Guinée, ça chauffait. Dans tous les pays francophones et anglophones, ça chauffait pour la liberté, pour l'indépendance. Et le pays qui était en tête, au niveau de l'Afrique, ici, qui tirait la tête, si ce n'est pas le Congo, c'est la Guinée-Conakry, avec Sékou Touré en tête. Et Sékou Touré, en 1958, a dit à De Gaulle, nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous préférons, en tout cas, une vie digne qu'une vie d'esclave. Et de ce point de vue, nous exigeons notre indépendance. Et ce que De Gaulle a dit dans la colère, si vous voulez votre indépendance, prenez-la ici et tout de suite. Et quand il a dit ça avec colère, les jours qui ont suivi, comme ce sont les coopérants administratifs français qui s'occupaient de l'administration, ils ont tous saccagé systématiquement. Tous ceux qui étaient des enseignants, qui venaient de la France, ou même des coopérants qui étaient en lien avec la France, au pied des accords, ils les ont tous rappelés. C'est dans ce cadre que Feu Joseph Kizerbo et bien d'autres Africains qui n'étaient pas des Guinéens ont levé la voix et ont accepté aller servir, enseigner dans les universités guinéennes de façon bénévole, sans demander un salaire. Lui et puis sa femme ici, on fait avec ça. Donc, vous voyez, et quand ils ont fait ça au niveau de la Guinée, ils ont vu que d'autres pays suivaient. Comme d'autres pays suivaient, il faut venir rapidement, leur donner l'impression qu'ils sont indépendants. Ils ont pris leur avion, ils ont envoyé une délégation. La délégation descend au Niger, le 1er août. On appelle quelqu'un qu'ils ont bien étudié, choisi, pour dire, bon, vous êtes indépendant. Tu vas sortir déclarer que vous êtes indépendant, 1er août. Voilà. Et puis le 2 août, comme ils ont voyagé, ils sont fatigués, ils se reposent un peu. Et puis le 2, voilà, ils montent dans un autre pays. Ils arrivent, le 3, pardon, ils sont reposés le 2, le 3, voilà, ils montent dans un autre pays, 3 août. Ils appellent celui qu'ils ont choisi, vous êtes indépendant. Voilà. Après le 3, ils se reposent le 4. Le 5, ils sont venus au Burkina ici. Voilà. Ils appellent celui qu'ils ont choisi. Est-ce que vous savez que vous êtes indépendant? Et puis on lui donne une date. Voilà. Ils se reposent le 6, le 7, continue en Côte d'Ivoire. Voilà. Celui qu'ils ont choisi, ils appellent, vous êtes indépendant. Et comme ça coïncide avec un week-end, ils se sont reposés. Voilà, du 7 jusqu'au 10. Et le 11, ils vont au Tchad. Ils disent, vous êtes indépendant. Ils se reposent le 12, le 13, ils font ça en Centrafrique. Vous êtes indépendant. Le 14, ils se reposent. Le 15, ils montent au Gabon. Vous êtes indépendant. Vous voyez? Donc, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut prendre de telles dates et dire qu'on est indépendant? Nous ne sommes pas indépendants, justement. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Parce qu'en même temps qu'ils distribuent la date,
Ils donnent un papier en bas, mais un papier qui a strictement le même contenu que le code noir. Et ce papier, ils articulent ça en 11 points. Et on te dit, garde à toi, puisque c'est toi qui me représente, garde à toi si les 11, tu fais autre chose que ce qui est dit sur les 11. Et c'est ça qu'on appelle les 11 accords secrets avec la France. Les 11 accords secrets néocoloniaux avec la France. Donc le chef de l'État dit, entre griffes, chef de l'État qu'ils ont choisi n'a pas droit de violer un seul point. Et le tout premier point, c'est de dire à celui qu'ils ont choisi là, toi on t'a choisi, tu dois considérer que tout ce qu'on a fait à tes grands-parents là, y compris toi-même, c'est bon. C'est correct, hein? On vous a aidé à devenir des hommes évolués. Vous avez progressé. On vous a construit des écoles, on vous a construit des bâtiments, on vous a même fait un bâtiment appelé présidence. Tout ça, on va vous laisser. Or, ils prennent le soin, voilà la présidence, où ils étaient là pour prendre leurs décisions coloniales, administratives, et à côté, avant de léguer ça, ils construisent une ambassade. Et quand ils font l'ambassade, c'est eux qui ont les machines, ils creusent des tunnels pour rejoindre le même bâtiment. La possibilité de passer en bas, aller agir, ou d'aller agir et passer en bas pour retourner. Personne ne voit. Et on te dit, comme ce que j'ai fait à tes parents, à tes grands-parents, c'est du bien, c'est que tu me dois. Voilà. Il y a une dette coloniale. Le bâtiment que tu appelles ta présidence là, c'est un bâtiment, c'est nous qui avons construit, c'est notre bien. C'est un bâtiment français, tu dois payer la location. Voilà. Donc, premier accord, je considère que la colonisation qu'on a faite à tes parents, on les a martyrisés là, c'est bon. Garde à toi, c'est un livre, si tu sors, tu tiens un discours pour dire qu'on vous a martyrisés. Donc, c'est bon. Est-ce que tu as compris? Oui, tu dis tu as compris. On passe à la deuxième chaîne. Chaîne qui enchaîne. Et on dit, le deuxième élément, est-ce que tu sais que les richesses de ton pays, là, rien ne t'appartient. C'est pour nous. Même si demain, après-demain, tu trouves du diamant, là où tu es assis, là, tu nous fais le point. C'est nous, on vient regarder. Si nous, on ne veut pas, on peut maintenant t'aider à voir. C'est même pas toi qui vois quelqu'un d'autre. On peut t'aider à voir qui faut appeler. Donc, ton patrimoine du sous-sol, c'est pour moi. Tu as compris? Oui. Troisième élément. Chaque année, tu dois faire le point des impôts, tout ce que vous avez, on paie dans votre... Voilà, tout ce que vous récoltez comme or et autres. Faites-nous le point. Chaque année. Est-ce que tu as compris? Tu dis oui. Si tu dois vous donner une route qui doit quitter le Dioro, aller jusqu'au Kadiogo, c'est nous, nos entreprises d'abord, que tu dois voir. Il faut leur dire, tu veux vous donner telle route. Notre entreprise va venir regarder. Si elle ne veut pas, elle laisse. Si elle veut, c'est elle qui est prioritaire. L'autre accord qui suit, tu te demandes si tu as compris, tu dis oui. L'autre accord qui suit, ton armée là, tu ne peux pas recruter un gendarme, un militaire, un policier, un forestier, un GSP, un douanier, sans nous dire. C'est nous qui autorisons le recrutement. Ça c'est un. Deuxièmement, leur formation là, c'est nous qui assurons la formation. Voilà. Et immédiatement, ils font suivre l'autre accord qui dit que tout le matériel qu'ils vont porter là, militaire, armes, tenues, épaulettes, bérets, c'est nous qui fabriquons. Tu achètes chez nous, c'est notre entreprise. Est-ce que tu as compris? Tu dis oui. On passe à un autre élément. On dit élément suivant. Le franc que tu utilises là, c'est De Gaulle qui a pris le décret. Il a signé avec son ministre des colonies et le ministre de l'économie. On appelle ça franc des colonies françaises d'Afrique. Mais pour dribbler la jeunesse, on va dire franc CFA, on va changer le nom pour donner l'impression que c'est votre franc. Garde à toi si un jour tu rêves en disant que tu vas changer de monnaie. C'est notre monnaie. Tu as compris? Dis oui. On passe à un autre accord. Tu ne dois pas parler avec un autre pays, signer un truc de partenariat si nous, on n'a pas autorisé. Si tu dois coopérer avec un autre pays, il faut que tu nous dises. Donc, vous voyez comment c'est séquencé. Et même en 2015, vous avez vu, il y a eu un incident dans la zone de Niangolo. Parce qu'en 2015, l'accord qui dit qu'ils doivent former nos forces de défense et de sécurité et tout le matériel qu'on doit acheter chez eux, ils ont voulu profiter de la transition 2015 pour imposer en 2016 une modification grave de cette disposition en ajoutant
que tout FDS, qui soit-elle, de la France, qui rentre au Burkina Faso d'un point A et qui doit aller sortir d'un point B, aucun policier, aucun militaire, aucun gendarme, aucun forestier, aucun douanier, aucun GSP ne peut arrêter cette colonne, encore moins regarder ce qu'il transporte. Ça veut dire même que ce soit des têtes humaines qui transportent ou quoi, ils doivent circuler librement. Et c'est cette liberté de circulation, justement, comme Dieu aussi ne dort pas. Vous voyez au Congo ce qui se passe. On dit des forces étrangères pour défendre le pays, on les voit en colonne, entre-temps, un véhicule se renverse. Au lieu que ce soit des armes qui sortent, on voit que ce sont des pierres précieuses. Donc, finalement, vous venez pour combattre le terrorisme, le djihadisme. Au lieu que ce soit des armes qui soient dans votre cargaison, c'est des prélèvements de sol. Vous partez où avec ces prélèvements de sol? Les djihadistes aussi sont dans le sol. C'est là-bas que vous creusez. Donc, quand vous voyez, ils traversent le pays comme ça. Ils traversent le pays comme ça. Vous voyez, on cadenasse tout et puis ils circulent. Vous voyez les caterpillars qui sont en haut, ainsi de suite. Comment vous dites que vous partez lutter contre le terrorisme? Tous ces caterpillars-là, les sondeuses géologiques et autres là. Mais vous partez pour faire quoi? Moi, je ne sais pas. Donc, vous voyez, quand ce qu'on a découvert à Kidal, quand le Mali a repris Kidal, des galeries, des centaines de mètres, ils circulent, on est à l'intérieur. Donc, c'est des djihadistes aussi, vous fouillez là-bas. Donc, on fait cet accord-là en 11 points pour dire à celui qu'ils ont choisi, bon, tu ne dois pas brader un seul point dans ça. Mais maintenant, ils rentrent à l'intérieur, en plus de ces 11-là, ils disent à l'intéressé qu'ils ont choisi, qui n'est pas encore président. Hein. Non, tu as choisi, tu es d'accord, tu as accepté tout ça, tu dois venir d'abord chez nous. Voilà. Et nous, si on ne comprend rien, on dit que notre président a voyagé. Voilà. On a mis un avion à l'aéroport. Le président fait un communiqué. Notre président a voyagé. Tout le monde en parle. Tous les villages. Oh, non, notre président a voyagé. Donc on le reçoit. Puis il l'amène à l'intérieur d'une case, chez eux là-bas. La case de leurs aïeux. Il va aller s'asseoir sur des chaises qu'il n'a jamais vues. Avec des épées entrecroisées. Des échappes plongées dans des produits qu'il n'a jamais vus. Des musiques bizarres qu'il n'a jamais écoutées depuis qu'il est né. On va lui donner des décoctions, il va boire. Et ils vont le baptiser. Et à partir d'aujourd'hui, tu t'appelais Noir là. Voilà. Aujourd'hui, tu t'appelles Grenier. Et puis maintenant, c'est ton nom de guerrier. Aujourd'hui, tu réponds de nous. Voilà, mais ce n'est pas encore fini. On va te dire au revoir. Voilà, parce que ce qu'on fait ici, là, tu ne dois pas aller dire qu'on t'appelle ça. Hein. Puis on te donne une liste. On dit quand tu rentres là, tu composes maintenant ton gouvernement. La première que tapez sur le net et regardez autour de nous là, vous allez voir des gens qui sont là-bas actuellement. Ce n'est pas Dieu. Hein. Voilà, te donne une liste. Te dit, bon, quand tu vas arriver, compose ton gouvernement. Mais les noms là, le premier ministre là, voilà le nom. Ah, c'est le premier ministre. Le ministre de la Défense, voilà le nom. Le ministre de l'Économie et des Finances, voilà le nom. Le ministre de la Sécurité, voilà le nom. Le ministre des Affaires étrangères, voilà le nom. Les autres ministères, c'est toi qui sais, il y a combien d'ethnies, il y a combien de religions, il y a combien de religions, va panacher pour que la population croit que c'est son gouvernement. Ouais. On dit, ils ont donné le nom du ministre des Affaires étrangères parce que tu ne parles pas parler au hasard. C'est ce qu'ils ont dit de faire. C'est ça que tu fais. Et le ministre de la Défense et Sécurité, parce que s'il dit de mater, il faut mater. Surtout, il y a un accord, j'ai oublié, ça doit être le 9e ou 10e accord, ils disent que si la France est en crise, telle qu'ils sont en train de provoquer la Russie là, si la Russie la gifle, elle doit revenir en Afrique, nous prélever comme elle veut, pour aller la défendre comme nos grands-parents l'ont défendu. Ça fait partie des accords. Donc, on nomme le ministre de la Défense, on nomme le ministre de la Sécurité, c'est pour pouvoir faciliter ce prélèvement, voire même mater, s'ils disent de mater. Le ministre de l'Économie et des Finances qui choisit, c'est lui qui doit aider à faire les rapports annuels des richesses du pays. Donc, le Premier ministre, donc, toi, tu gères ça correctement. Car à vous, si vous partez dans le décor, et on dit au chef de l'État, le jour où vous devez vous réunir en conseil de ministres, c'est nous qui choisissons. Vous vous réunissez tel jour. Et puis on va dire vous êtes en conseil de ministres. Lors du jour, là, les points que vous devez discuter là, ça vient chez nous. Nous, on amène. Si ça nous arrange, les points qu'on va valider là, c'est ça que vous traitez. Et si vous finissez de traiter, dès que vous sortez là, le président rend compte à l'ambassade, qui rend compte aussi à son tour.
Si tel que vous avez validé, ça va dans leur sens, on vous dit maintenant de publier dans le journal officiel. C'est seulement votre ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, soit s'arrêter au micro. Et le Burkinabé regarde. Ouais, le gouvernement a pris des décisions. Ouais, des décisions. Or, les points que vous avez analysés, si vous trompez, si quelqu'un prend du whisky entre griffes et puis aller se tromper, mettre un point qui n'était pas prévu pour être discuté, on vous renverse. Ça, il ne discute pas là-dessus. Donc, on vous cadenasse comme ça. Maintenant, pour évoluer mieux, pour embrouiller la population, on dit, bon, il faut créer des conditions pour que, bon, il y a aussi une loi, qu'on va appeler la loi mère. C'est une constitution, mais à l'intérieur, comment il faut rassembler les gens au niveau de l'Assemblée. Ils vont apprécier pour donner l'impression que c'est eux qui représentent les populations. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire constitution. Voilà. On est dans un pays démocratique, il faut faire des élections. Et les élections, pour les mener, toi qui as été choisi, c'est toi qui serais élu. Les résultats sont d'office déjà connus. Et il dit que c'est lui qui a gagné, il veut créer le désordre. On va donner l'instruction de cisailler. De toute façon, le code noir, là, ça existe. On a l'impression en 1905 que c'était abrogé avec les... C'est pas vrai. Puis c'est dit de cisailler. Notre vie ne représente rien. Tu peux tuer 1000, 2000, 3000. L'essentiel que ce soit toi qui sois maintenu. Même si tu as été voté par une seule personne, tu seras maintenu. Maintenant, les mandats, nous craignons, c'est nous qui avons dit de mettre 2 mandats. Non. Dès lors que tu fais ce que nous voulons là, 2 mandats, c'est quoi? C'est nous qui avons écrit. Voilà. Donc tu peux faire 3 mandats, 4 mandats, on modifie. Tu veux même, on peut modifier et puis mettre indéfini. Si même tu veux, comme c'est nous qui avons le fauteuil, personne ne peut s'approcher, même après ta mort, on peut garder le fauteuil là quelques mois avec ton nom. Est-ce que tu peux? Voilà. Mais maintenant, si tu ne veux pas, à partir de 83 ans, 90, on voit que les neurones ne tiennent plus, on vient, on prépare un autre morceau pour venir te changer. Et puis maintenant, toi, on t'enlève. On ne te laisse pas ici, hein, parce que tu peux laisser des secrets. Ils ont des villas, Côte d'Azur, où l'air chauffe doucement. On va te mettre là-bas. Puis on te taille quelques demoiselles. Toi aussi, de temps en temps, tu crois que tu es vivant. Toi, tu es déjà mort. Vous imaginez? Donc voilà ce qu'ils font. Et regardez, comptabiliser. Ils sont combien qui ont géré généralement les pouvoirs d'État et qui sont restés chez eux jusqu'à la mort. De l'autre côté, il faut les cadenasser sur, parce qu'il ne faudrait pas qu'un visiteur vienne en voulant évoquer un sujet, il déborde à aller évoquer ce qu'il ne faut pas évoquer. Voilà, si on trouve maintenant que tu commences à trop dérailler, il peut même créer les conditions de ton départ. Donc vous voyez ça, c'est au niveau politique. Ils ne s'arrêtent pas là-bas. Ils disent que nos sociétés africaines sont tellement organisées qu'il faut même saccager le niveau culturel. Voilà. Et pour saccager le niveau culturel, on mandate ceux qui sont des ministres, on mandate ceux qui sont des députés, allez-y faire des campagnes. Semer le désordre dans les villages et dans les communautés. Créer par village 2-3 chefs. Si vous trouvez un chef qui est très bon, qui unit tout le monde, qui ne veut pas se soumettre à la bêtise et autres là, cherchez un quartier, mettez un autre chef et puis payez-lui un bonnet et puis une canne. Puis ils sont 2-3. Et c'est à ce niveau-là aussi, j'ai dit, bon, heureusement que dans nos contrées, il y a toujours des bons chefs. J'ai dit, les ancêtres aussi, ils dorment trop. Voilà, quand on va payer canne au marché, bonnet, venir donner à quelqu'un, pour lui dire que c'est lui le chef, et puis il crée le désordre. Or, il y a un vrai chef auquel reprennent les populations, mais 3 jours, il faut l'appeler, le questionner. S'il va là-bas, il ne revient pas, c'est comme ça. Pourquoi Bassoma va venir en tant que politicien venir créer le désordre parce qu'il a de l'argent? Or, on a connu nos parents, même assis, mal habillés, des moments même une partie des fesses dehors. Mais ce qu'il te dit, si tu viens avec des railleries, il va te ramasser avec ta caisse d'argent. Parce que c'est des questions de valeur. Et en même temps, politiquement, pour nous saccager, on dit que tout ce que nos grands-parents faisaient là, c'est du noir, c'est pas bon. Voilà, c'est de l'obscurantisme, c'est quoi. Et pourtant, dans les mêmes obscurantismes là, ils sont aussi à l'intérieur. La preuve est que celui qu'on a désigné, ils l'ont mis dans une case pour lui donner un nom, faire suivi des choses. Ça c'est quoi? J'ai dit aux jeunes, tapez sur vos portables. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, non. Quand elle est décédée, on a fait même des prières, non? Les prières devaient suffire. Puis c'est même sur le stade. Et tout le monde entier était là. Mais ils ont dit quoi à la fin? Que oui, bon, on va faire l'enterrement dans l'intimité familiale. Et tout le monde s'écarte. Et ils rentrent dans leur intimité familiale. En rentrant dans l'intimité familiale avec le corps, ce qui les a suivis rentrer, c'est un bouc. Un bouc bien paré. En tout cas, ils sont rentrés, ils sont ressortis, mais le bouc n'est pas ressorti. Moi, je ne sais pas où est-ce que le bouc est ressorti. Voilà. Et vous allez aussi remarquer, dans le même pays, Premier ministre, on te nomme Premier ministre, tu arrives, tu dis non, bon, avant de rentrer dans ton bureau, il allume ses bougies, il pose, voilà, il fait des incantations avant de rentrer.
Je prie qui, puisque vous dites que ça n'existe pas. Quatrième élément, vous voyagez dans leurs hôtels qu'ils ont fait R plus 20, R plus 40. Demandez-leur si tout ce massif hôtelier-là, s'il y a une chambre numérotée 13. Il n'y en a jamais. Pourquoi? Pourquoi dans vos hôtels, il n'y a pas de chambre numérotée 13? Puisque vous dites que c'est de l'occultisme et autres. Pourquoi il n'y a pas de chambre numéro 13? Cinquième élément, partez prendre une échelle collée à un mur. Dites à un Anglais de passer dessus, dessous. Il ne va jamais passer. Donc c'est chez nous, vous venez, vous dites que ça n'existe pas. Or, l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, à partir de l'Égypte, les lois noires, ce qu'on appelle les lois de la MA, si vous mettez MA, deuxième A accent chapeau, sur le portable ça va sortir. C'est articulé en 47 lois. Et ces 40 et quelques lois ont été ramenées en 7 principes. Et quand vous regardez ces 7 principes, ce sont les mêmes 7 principes que les Japonais, les samouraïs utilisent. Les samouraïs utilisent au Japon. Et regardez la distance entre l'Afrique et le Japon. Quand ils te forment, quand tu deviens adulte, tu dois venir prendre l'engagement de gens devant le chef. Que la tête du Japon est au-dessus de ta vie. Si tu es coincé, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne dois aucunement vendre ton pays. Et pour être plus précis, si je prends un petit bout de papier, je regarde, vous voyez, ils ont dit qu'à ce niveau-là, les 7 valeurs sur lesquelles ils prient, là, tu prends l'engagement là, ils ont appelé l'ensemble de ces lois-là, cette loi-là, le Bushido. Et ces 7 valeurs viennent de ces 47 lois noires d'Égypte, le Bushido. Et c'est dans ce Bushido également, ils te disent que si toutefois tu venais à te retrouver dans une situation difficile et tu sais que tu ne peux pas tenir pour ne pas trahir le Japon, tu dois te suicider. Et c'est ça qu'ils appellent le shupuku dans leur langue. Et l'épée qu'on te donne, après que tu aies ramassé la terre là, c'est ça qu'ils appellent le katana. L'épée tordue et longue. Donc, quand on dit que les Japonais, oui, ils ont eu le courage, ils sont rentrés dans des avions avec des bombes, ainsi de suite, c'est parce qu'ils veulent défendre leur pays. Donc, ce n'est pas suspendu. Vous voyez donc au niveau politique, comment on nous a cadenassés. Au niveau culturel, c'est la même chose. Et ce sont tous ces éléments que j'ai cités ici. Ça veut dire qu'on n'a pas de passé, on ne saura pas où on est, on ne saura pas où on est en train d'aller. Tout ce que je vous dis, tapez sur le net et puis voir. Au niveau sécuritaire, ils n'ont pas des représentants, des coopérants. Voilà. La gendarmerie, qui est bien formée, qui sont très efficaces. On va venir les flanquer des étrangers. Ils font une réunion sur l'intimité du pays. Des étrangers sont assis derrière les oreilles rouges. Même chose pour les militaires, même chose pour la police. On les appelle des coopérants militaires. Des gens ont analysé, la situation ne va pas. Ils veulent payer 3 kalash. Ils veulent payer 10 PA. L'individu s'assoit derrière et dit non, ce n'est pas à vous de décider. Vous avez réfléchi, lui il prend le rapport. Il l'envoie de l'autre côté, à son père ou son grand-père qui est assis là-bas. Un matin, il se lève, il boit son Nescafé, et puis il se rappelle là, il dit, bon, donnez-lui tel papier à tel pays qui avait envoyé là, qui veulent des armes. Regardez dans les caisses stock de la Première et Deuxième Guerre mondiale, là, vous pouvez trouver quelques armes avant leur envoyer. Et puis ils prennent ça, ils nettoient. Mais justement, quand il parle comme ça, il parle même, il a des difficultés pour respirer. C'est ce qui fait que je ne comprends pas les frères noirs. De la même façon que j'ai pris l'exemple sur les cheveux, la voix aussi c'est pareil. Dieu nous a très bien fabriqués. Les narines sont très bien élargies. L'air est pur. On capte sans difficulté. Quelqu'un qui a été tapé par le froid, parce qu'ici c'est coincé, il n'arrive pas à bien respirer. Et toi aussi, tu veux comprendre. C'est quel mimétisme comme ça? Quand ton nez n'est pas coincé, tu veux sortir pour aller où? Pour correctement parler, tu respires bien. Donc vous voyez, donc ils font comme ça. Et au niveau sécuritaire, on dit non, il doit rien acheter. On prend 10 fusils rouillés qui ne crépitent plus. Comme le président, c'est leur président, il ne peut pas contester. On rassemble toute la presse. Puis on filme. Ah ouais, on a amené de l'armement pour nos FDS. Voilà. Un avion qui volait même mal depuis la Première Guerre mondiale, ils prennent ça, ils mettent dans leur avion, ils viennent et descendent ça pour que un capot ne se détache pas. On met une peinture nouvelle dessus. On fait filmer. Et les populations sont contentes. Ils ont même envoyé un avion de combat. Quand tu regardes, ça ne peut même pas courir derrière une souris. Ils ont envoyé un avion de combat. On associe ça des baffes, des appareils de musique, pour dire à ONF de danser.
Donc, il n'y a rien au pays. Vous voyez ce qu'ils font? Malheureusement, pour montrer que ça n'a pas changé, ça a continué jusqu'aux années 2021-2022. Même si tu as l'argent, tu peux payer l'armement, tu n'oses pas. D'abord, on te dit, il faut que vous ayez l'accord de la CEDEAO. S'ils savent que la CEDEAO peut autoriser, il faut l'accord de l'Union africaine. S'ils voient que ça va passer là-bas, ils mettent leur droit de veto. Puisque dans les 11 accords, ils ont dit que vous ne pouvez pas coopérer avec un autre pays. La preuve est qu'on a dit aux Nations Unies qu'on a commandé des armes, on a même versé l'argent. La France a écrit à l'ambassade du Canada et aux dirigeants du Canada, et puis les États-Unis n'ont pas fourni. Et comme sont les partenaires, ils s'entendent, ils se sont partagés l'Afrique en 1884, ils fonctionnent dans cette base, sur cette base. Donc ils n'ont pas donné. Conséquence, l'armée ne peut pas s'armer. Les gendarmes ne peuvent pas avoir des éléments. Les eaux et forêts pareil, la police pareil, les GSP pareil, les douaniers pareil. Et quand je dis jusqu'à 2022, et regardez quand le djihadisme a commencé à prendre, le terrorisme a commencé même à avancer beaucoup. Ils sont combien? On prend 200 militaires, ou 200 gendarmes, ou 200 policiers, en tout cas 200 RDS, on dit allez-y en mission. Et sur les 200, vous comptez, ça ne dépasse pas 40 kalash. Et on va leur dire, l'essentiel arrivé là-bas, là, dans votre campement là, tapez les mains, chantez. Si les terroristes entendent le bruit, ils vont courir. Depuis quand le bruit a chassé des terroristes? De toute façon, depuis 18h, vous allez chanter jusqu'à 5h du matin, vous êtes fatigué, vous êtes obligé de dormir. Il ne peut que venir canarder. Sous les yeux des dirigeants, et vous n'êtes pas capable de dire, on en a assez. On va rester dans ça. Et le dernier élément cadenas là, c'est le côté économique. Ils ont étudié toute l'Afrique, ils connaissent bien le sous-sol. Ils ont tout cartographié, posé chez eux. Et ça même avant que la Guinée ne réclame l'indépendance, ils ont pris une loi le 10 janvier 1957. Et regardez encore sur vos portables. 10 janvier 1957. Ils ont pris la loi numéro 1957-27 du 10 janvier 1957, qu'ils ont dénommé l'Organisation commune des régions sahariennes. Et cette organisation-là, ils ont eu peur d'appeler ça pays. Même au Fouet-Boigny, il y a une vidéo sur ça, qui explique clairement que ce sont les ressources qui sont visées. Et dans cette zone, qui est une partie du Mali, y compris Kidal, une partie du Burkina venant jusqu'à Kaya, une partie du Niger, le sous-sol, c'est inestimable. Vous avez suivi le chef de l'État nigérien, son excellent le général Tchani, il a fait une vidéo avant-hier. Il dit quoi? Même la prospection géologique dans leur pays n'a pas encore atteint le 10e. Et dans le 10e déjà, ils sont déjà, ce qu'ils ont cartographié, trouvé là, en termes d'uranium, 100 000 tonnes d'uranium, le 10e. Mais quand ils vont couvrir toute la cartographie là, ça va dans combien? Ils nous avaient dit au Burkina qu'on n'a aucune trace d'or, qu'on n'a aucune trace de diamant, qu'on n'a aucune trace de pétrole. Donc, tout ça là, on est en train d'avancer et de trouver que c'est faux. 1. Il y a combien de mines d'exploitation aurifères dans notre pays? 2. Ils viennent de prendre des permis pour... Ils avaient pris des permis pour faire une prospection diamantifère dans la zone de Banfora. Parce que c'est la même formation géologique que la zone de Tortia en Côte d'Ivoire. 3. En 2004, il y a quelqu'un qui m'a écrit, de leur village là, quand ils atteignent un puits de 3 mètres, 4 mètres de profondeur, ce qu'ils boivent, c'est l'odeur du pétrole, ils ne peuvent pas boire. Ça dit, il y a le pétrole ici. Voilà. 5. Je viens rien que la semaine passée de recevoir des pierres. Quelqu'un, un géologue, qui fait des études au niveau du Nord, qui a trouvé des pierres qui permettent la fabrication des écrans d'ordinateur, des écrans de téléphone, les fils au niveau des appareils volants, tout ça. Donc ils savent ce qu'il y a dans le sol. Ils ne viennent pas combattre du djihadisme. Ils ne viennent pas combattre du djihadisme. Ce n'est même pas seulement le sous-sol qu'ils disent. Parce qu'il a été dit, même le général Tchani est revenu là-dessus, son excellence, il a dit la grande nappe, il a évoqué, qui se trouve au niveau du Niger. Mais ça ne se limite pas au Niger. Les études indiquent que cette nappe phréatique, si on l'exploite, elle peut alimenter le monde entier pendant un siècle. Qui va de la Mauritanie, passer par le Mali, des embranchements au Niger, au Bamako, ça va jusqu'en Égypte. Donc, ils ne se battent pas, parce qu'eux, ils se battent pour leurs arrière-petits-enfants pour 100 ans. Ils savent où ils partent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'espace commence à leur manquer. Il faut exterminer la peau noire et occuper l'espace. La guerre en cours n'est pas seulement une guerre de souveraineté pour empêcher d'exploiter nos ressources.
ils ont programmé notre départ, l'espèce noire, pour occuper notre place. C'est l'espace qu'ils veulent. Donc vous voyez comment au niveau économique également on est cadenassé. Mais si vous êtes cadenassé au niveau politique, au niveau économique, au niveau culturel, au niveau sécuritaire, ça revient au même dénominateur commun que vous n'êtes pas des humains. Et si vous n'êtes pas des humains et ils veulent avancer, et puis à un moment, nous vivons une période où 3 chefs d'État arrivent. Le général d'armée Goïta au Mali, le général d'armée Tchani au Niger, et le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Ils arrivent, ils disent en regardant l'histoire, il faut qu'on ravise la façon de faire. Ils s'entendent, ils regardent la charte du Dictapo Gourma à travers la première rencontre de 16 septembre 2023 à Bamako, et ils ont mis en place l'Alliance des États du Sahel. Mais ils ont vu que s'ils se limitaient là, ce n'est pas suffisant. Ils se sont retrouvés le 6 juillet 2024 à Niamey pour mettre en place la Confédération des États du Sahel, ancien traité. Et dans ce traité qui dit que les 3 chefs d'État qui se retrouvent, on appelle ça le collège des chefs d'État de la Confédération. La deuxième structure qui suit, c'est le Conseil de ministres confédéral. La troisième structure qui suit, c'est la session parlementaire confédérale. Et c'est justement dans ce traité qu'il est dit que chaque pays doit mettre en place une commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Ça veut dire au Niger, il y a une commission, au Mali, il y a une commission, au Burkina, il y a une commission. Et le décret qui crée la commission au Burkina stipule en son article 4 que le travail de la commission doit être axé sur les 3 piliers qui ont été choisis et qui ont été mentionnés dans le traité de 6 juillet 2024. Pourquoi 3 piliers et pourquoi confédération? Confédération parce que des Burkinabés se posent la question, pourquoi on ne parle pas directement à une fédération et on est là, on parle de confédération? C'est en tirant les leçons de l'histoire à Bamako avec ce qui s'est passé en janvier 1959 où il y a eu la création de la Fédération du Mali. Et dans la Fédération du Mali, il y avait le Sénégal, il y avait le Burkina, etc. Mais comme c'est une fédération qui indique que toutes les souverainetés sont pratiquement dissoutes en une, si vous n'avez pas pris le temps de construire les piliers économiques, les piliers sécuritaires, les piliers politiques, les piliers culturels, et vous partez directement en fédération, vous allez avoir des difficultés. Donc les vents violents en 1959 ont pu rapidement secouer la fédération et le Sénégal a claqué la porte et ça s'est volatilisé. Tirant les leçons de là, on ne peut pas aller directement à une fédération. On commence par une confédération qui signifie que chaque pays garde pour le moment sa souveraineté, mais vous choisissez des éléments qu'on va appeler des piliers. Et c'est pour le moment sur ces piliers que vous allez travailler ensemble. Donc les 3 pays, le collège des chefs d'État a choisi ces 3 piliers. Et le premier pilier, c'est le pilier défense et sécurité. Le deuxième pilier, c'est le pilier diplomatie. Le troisième pilier, c'est le pilier développement. Donc, si les 3 piliers sont correctement consolidés, on trouve que c'est bien tenu, ça peut résister au vent, on avance sur un autre pilier en l'agitant. À un moment donné, si l'évaluation est faite et que tous les piliers tiennent, on a la possibilité de dire on va sacrifier soit notre souveraineté, ou en tout cas une grande partie de la souveraineté, pour aller vers une fédération. Et quand on va atteindre une fédération, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas aller dans des pays étrangers, par exemple, aller trouver une ambassade du Mali, une ambassade du Burkina, une ambassade du Niger. Si c'est une fédération, ça veut dire qu'on va aller trouver une ambassade fédérale. Donc, on va dire, voilà l'ambassade fédérale qui représente les 3 pays. Donc, vous voyez que pour aller vers une fédération, ce n'est pas de la précipitation. On s'entend que pour le moment, c'est une confédération pour travailler sur ces 3 piliers. Et l'article 3 dit, la commission qui est mise en place, le premier responsable de la commission est un président qui a rang de président d'institution. Maintenant, il a sous sa coupe un responsable, un vice-président nommé qui est chargé des questions de défense et de sécurité qui a rang de ministre. Vous avez un vice-président
chargé des questions de diplomatie, qui a aussi rang de ministre. Et vous avez un troisième vice-président qui est chargé des questions de développement, qui a aussi rang de ministre. Et maintenant, vous avez, au niveau de la commission, un directeur de cabinet, je reviendrai là-dessus, celui qui est ici, vous avez un secrétaire général, et vous devrez travailler avec des pôles d'experts pour pouvoir avancer. Mais dans les missions qui sont déclinées à l'article 3, on dit à la commission ne s'invente pas des missions. On dit à la commission, vous avez 8 missions. La première mission, c'est de veiller, de suivre la mise en œuvre des décisions qui sont prises par le collège des chefs d'État. La deuxième mission, c'est d'avoir un programme d'activité annuel qui doit être évalué par les chefs d'État pour procéder à la mise en œuvre. La troisième mission, vous devez, en lien avec les structures de communication nationale et confédérale, avoir un plan de communication et d'information sur l'espace confédéral. La quatrième mission, les 3 commissions doivent travailler conjointement pour pouvoir veiller au suivi de la mise en œuvre des différentes décisions. La 5e mission, la commission doit se déployer sur le terrain vis-à-vis des masses, rencontrer les forces vives, leur dire d'où viennent les chefs d'État, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision, qu'est-ce qui est mis en œuvre, où est-ce que nous partons, afin que les communautés puissent s'approprier de cette décision en vue de mieux avancer. Et la 6e mission, c'est de réfléchir quelles sont les propositions qui peuvent permettre de renforcer la confédération. Et c'est justement ces propositions doivent émaner de la synthèse que nous faisons après avoir donné la parole aux communautés. Et la 7e mission, c'est de faire une étude prospective permettant de dire aux chefs d'État, nous proposons, si on doit aller vers une fédération, voilà ce sur quoi il faut mettre l'accent, tel point, tel point, tel point. Ce sont des propositions et puis on envoie. Et la 8e et dernière mission, c'est toute autre mission que le chef de l'État va décider qu'il est nécessaire qu'elle soit exécutée par la commission. En ce moment, il joint ça, il vous appelle, il vous donne l'instruction là-dessus. Donc voilà les 8 missions qui sont déclinées au niveau de l'article 3. Ça veut dire notre présence devant vous aujourd'hui fait partie donc d'un point nodal de ces missions qui est d'aller rendre compte, de donner la parole, d'écouter, de prendre note et de venir faire le point. Parce que nous disons surtout au Burkina que nous sommes en révolution populaire, progressiste. Mais si vous êtes en révolution populaire, ça veut dire que c'est un pouvoir du peuple, c'est un pouvoir des masses, c'est un pouvoir des populations. Et de ce point de vue, on ne peut pas rester de façon bureaucratique. On prend des décisions, on ne rencontre pas les populations, on ne rend pas compte comment vous voulez évoluer. Vous voulez même qu'elle vous accompagne. Mais pour que quelqu'un t'accompagne, dis-lui ce que tu as apporté comme charge, dis-lui la route qu'on t'a dit de prendre, afin qu'il puisse évaluer. En ce moment, le fait de te suivre et de t'accompagner là est fait de façon très consciente. Donc, vous imaginez donc, quand ces 3 chefs d'État se retrouvent comme ça, et ils disent, nous sommes en confédération, on veut travailler vers aller vers une fédération, ça dit quoi? C'est une bataille pour conquérir notre souveraineté. La souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté sécuritaire et la souveraineté culturelle. Tu ne peux pas dire ça qui est directement en contradiction directe avec les 11 accords qu'ils ont donnés aux autres pays-là et croire qu'ils vont rester tranquilles. Non. C'est comme si tu étais monté sur un lieu très dangereux, un engin explosif. Mais si on s'amuse et qu'un tel engin explose, ce n'est même pas nous qui sommes là, seulement ça va cisailler. On a pris des exemples qui indiquent que ceux qui sont en face là, ce ne sont pas des enfants de cœur. Vous avez vu à Madagascar, non? Il n'y a même pas un mois, ils ont appelé les Malgaches pour dire de venir prendre les crânes de leurs grands-parents qu'ils ont coupés pendant leur passage au cours de la colonisation. Ils rentrent dans une ville, tous les chefs qui sont teignés, qui tiennent là, on les décapite. Et pour montrer que ce sont des trophées de guerre, on emporte leur tête. Des centaines d'années après, on appelle pour leur dire maintenant, venez prendre les crânes de grands-pères. Des gens comme ça connaissent les droits humains. Deuxième exemple au Congo, Lumumba. Aujourd'hui, est-ce qu'on a sa tombe? Non. Pourquoi? C'est encore, nous, frères africains, on pourchasse un frère, on le ligote, on remet à des gens qui vont dans une forêt avec des barriques d'acier, on découpe comme un lapin, on le dissout. Et puis maintenant, ils enlèvent une dent pour aller garder chez eux.
Des dizaines d'années après, ils prennent 7 ans, ils mettent dans un cercueil pour dire oui, le reste de votre président sont revenus. Voilà ce qu'ils ont fait. Mais quand ils font ça, c'est pour dire gare à un tout autre noir qui va oser se lever, dire qu'il va défendre l'intégrité de ses frères. Ça ne s'est pas limité là. Mounier, Philippe Mounier, au Cameroun, on a coupé sa tête posée en plein quartier et forcé les populations pour faire le tour. Regardez voir. Vous voyez la tête de votre chef, gare à celui qui va oser. Si là-bas c'est loin, regardez, Thomas Sankara à côté. On le cisaille. Et puis, entre-temps, on veut vérifier, voici celui qui est dans la tombe. Eux qui ont les appareils qui peuvent même déterminer à partir d'un ossement l'ADN, reconstruire même l'entité de la personne avec ordinateur. Ils viennent, ils font le prélèvement, ils s'en vont analyser, ils disent qu'eux, ils n'ont rien trouvé. Or, en paléontologie chez eux, même si ça fait 1000 ans dans le sol, ils sont capables d'identifier le matériel étudié. Mais cette façon de bâcler, c'est pour dire, bon, de toute façon, un noir, la valeur est où? Ça n'engage que vous. Gare à celui qui va aller dans ce sens, il sera traité de la même façon. Donc, vous imaginez des chefs d'État qui connaissent tout ce passé. Et malgré tout, ils ont décidé de se battre pour que le peuple noir, de façon générale, et l'espace sahélien, soit un espace de dignité, d'intégrité. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de sommeil. Mais s'il n'y a pas de sommeil, il faut forcément les sécuriser pour qu'il y ait sommeil. Pourquoi? Et là, il n'y a pas de meilleure sécurité que la mobilisation d'un peuple conscient, engagé, déterminé, patriotique et plein au sacrifice. Si vous n'avez pas un peuple conscientisé, déterminé, mobilisé, conscientisé, patriotique, qui est prêt au sacrifice, c'est que vous n'êtes pas sécurisé. Et ce qu'on oublie, ceux qui sont en face, quand ils disent qu'ils ne sont pas des enfants de cœur, ils rôdent autour de nous comme des rapaces autour d'un poulailler. Ça veut dire moindre erreur, ils ne vont pas rater. Donc ça veut dire quoi? Les chefs d'État, quand ils sortent, ils parlent. Ils disent que leur sécurité, ce sont les peuples, et ainsi de suite. Ça veut dire que vous deviez appuyer les FDS, qui sont au premier plan, et vous devriez faire en sorte que tout FDS, tout élément qui est sur un front, ne doit pas réfléchir pour voir, moi je ne suis pas là, de quoi dit ma famille, est-ce qu'elle n'a pas faim, est-ce qu'elle n'a pas soif? On n'a pas intérêt du tout à dormir. Surtout quand ils y vont. Voilà pourquoi on lance aussi des appels à tous ceux qui sont des forces religieuses et coutumières de se lever. C'est le moment de se lever et puis agir. Agir parce que vous imaginez un enfant, un jeune, comprend, il est militaire, il est douanier, il est forestier, il est gendarme. On envoie au front. On lui dit non, c'est pour aller faire 3 mois. Il se retrouve à faire 10 mois, 12 mois. Parce que l'effectif n'y est pas, on n'a pas le choix. Mais pendant les 10 mois, 12 mois, il vit comment? Quelqu'un qui, à la fin de sa formation, peut-être qu'il n'a même pas encore vu un cadavre, il se retrouve à marcher parmi des cadavres qui ont été bombardés dans tous les États. Vous croyez qu'un tel élément, à supposer même qu'il revienne à la maison, Dieu merci, qu'il a les 2 bras, les 2 jambes, sa tête, il cause avec tout le monde, on ne peut que féliciter cette endurance. Mais est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Parce que quand même, il a quitté une famille pour aller au front. Avant qu'il n'aille au front, là, la famille a fait quoi? Dans le temps, généralement, on discute quand même avec ceux qui gèrent le savoir. Quand nos parents vont au front, là, ils sont préparés. On a vu des parents qui étaient à la Première et Deuxième Guerre mondiale qui sont revenus correctement. Donc, de ce point de vue, quand les enfants vont à la bataille, vous faites quoi? Vous devrez les accompagner. Il revient. Même s'il revient et qu'il est vivant, Dieu merci, vous ne devrez pas comme ça le laisser parce qu'il est revenu, vous le regardez de loin. On sait que de façon traditionnelle, on a des fosses, des tombes dans lesquelles on enterre souvent des membres de la famille. On peut enterrer quelqu'un, 2 semaines ou 1 mois plus tard, il faut enterrer un autre. Mais ceux qui entrent à l'intérieur pour mettre les squelettes de côté, même celui qui est en décomposition de côté, avant de classer l'autre corps, c'est quelqu'un qui est préparé. Il est préparé avec quoi? Pourquoi quand ils reviennent de la bataille, on ne peut pas leur rendre visite, on ne peut pas les écouter, et puis maintenant les accompagner dans ce cadre? Parce que si, à supposer même qu'aujourd'hui on dise que les armes ne crépitent plus, et le terrorisme est totalement fini, et qu'ils reviennent, mais ils sont partis nous défendre. Mais si psychologiquement, mentalement, certains ont été touchés, si on dort, on peut se retrouver avec une autre crise. Parce que si je suis FDS, je reviens, j'ai tout suivi sur les champs de bataille, je reviens et vous me laissez dans mon état croyant que tout est correct, il n'y a pas d'accompagnement, c'est pas bon. Deuxième élément qui est pire, où j'interpelle encore les forces religieuses et traditionnelles. Comment il peut aller au front? Il reste au front. Et puis l'État prend des dispositions pour donner 1 franc, 10 francs, pour pouvoir s'occuper de la veuve et des enfants. Et vous allez trouver dans notre société
totalement décapés, délabrés. Des gens qui vont aller s'asseoir dire, les 10 francs qu'on a donnés là, bon, d'ailleurs, ils n'étaient pas mariés avec la femme. On récupère les 10 francs, on chasse la femme, les enfants orphelins se retrouvent dans la nature. Vous croyez qu'une veuve, un orphelin, peut pleurer parce qu'il a perdu son père qui est parti pour défendre le pays? Et pourquoi qu'on peut avoir une société sécurisée? On se ment. Donc, de ce point de vue, ceux qui doivent agir ici, ce sont les forces religieuses et coutumières. Parce que ce que nous avons connu, même quand un jeune meurt dans un quartier, des moments, on arrêtait de piler dans les mortiers. On entendait les mouches voler, parce que c'est une force qui est tombée. J'ai dit à un chef qui est passé me voir au bureau, qui est venu faire le point de combien de jeunes sont tombés dans leur village, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas chef. Si c'était quelqu'un qui se dit catholique, protestant, musulman qui vous parle, vous avez dit qu'on vous a insulté. Moi aussi, je suis traditionnaliste, je ne suis pas encore chef. Mais entre nous, à Ouïghour, il faut qu'on se dise la vérité. Vous n'êtes pas chef. Parce que s'il tombe là, c'est lié au fait que vous êtes faible. Vous avez fait quoi avant qu'il n'aille à la bataille? L'enfant ne peut pas se lever comme ça, il va à la bataille, on te dit, ton enfant va à la bataille et puis tu dors. Ceux qui étaient en Indochine, en Allemagne et qui sont revenus là, mais ils ne sont pas tombés du ciel. Rentrez, secouez les calebasses, secouez les canaris. Pourquoi on doit avoir honte? Même ceux-mêmes qui vous demandent, on dit non, 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 moi je ne prends pas. Et pourtant, en fait, les 2h, 3h du matin, on voit les gens traverser les trucs avec des 4x4. On va aller même dans un lieu, on prend une louche qui a fait 20 ans sans être lavée, on met dedans, il boit, il rote, et puis il revient en ville. Oh oui, il prend le verre, non, c'est sale, on se connaît ici. Mes chers enfants, mes chers frères, si vous partez, c'est pour vous produire, on vous donne là. Prenez. Si quelqu'un estime qu'il peut faire la prière à quelque part pour vous accompagner, il faut le faire. Parce que vous ne partez pas sur un lieu de jeu. Vous ne partez pas aussi pour provoquer quelqu'un, on vient vous provoquer. Vous êtes obligé de vous défendre. Non. Donc, de ce point de vue, il faut que les chefs veillent. C'est pas bien qu'on dise, oui, bon, comme ils ne sont pas mariés là, bon, il n'y a qu'à partir, l'argent qu'on a donné là, bon, c'est pour la famille. Quelle famille? Vous êtes une famille? Avant de la faire partir, il faut donc réintroduire vos enfants là en elle, pour qu'elle ait sa jeunesse normale, avant de la laisser partir. Vous pouvez le faire. Votre enfant a du sang. Au lieu même d'entretenir le sang, en sa mémoire, il n'est pas là. C'est l'argent que vous prenez et puis vous chassez la veuve et puis les enfants. Et des orphelins pleurent comme ça dans la nature. Vous voulez avoir la paix. Vous ne pouvez pas avoir la paix. C'est gauche. Vous ne pouvez pas avoir la paix. Et quand vous parlez de mariage, ils ne sont pas mariés là. C'est ce qui a fait que la réflexion a été menée. Pour dire, le mariage ne sera pas question seulement d'aller porter une alliance. Non. La société même prenait des malédictions sans savoir. Moi, je suis Bassolman, né au village, grandir au village. J'ai eu 7 femmes. J'ai mis 15 enfants au monde. Certains sont devenus même des magistrats. Maintenant, il y a un problème judiciaire. On me convoque, je vais m'arrêter. Le magistrat s'assoit et dit, oui, vas-y, Bassolman, cultivateur, célibataire. Moi, célibataire. Moi, célibataire. Ouais, tout le monde, tu viens dire ici, célibataire. Donc voilà pourquoi on a pris la décision, à partir de cet instant, dès lors que les chefs coutumiers se retrouvent et disent que c'est pour unir des familles. C'est un mariage traditionnel sera-t-il, l'État doit envoyer un représentant pour les assister et ce mariage sera validé comme un mariage légal. On ne va plus chasser les gens pour ce mariage. C'est pas légal. Voilà. Et donc de ce point de vue, vous voyez la bataille qu'est en train de devenir les chefs d'État. Donc pour dire, comme je veux vous écouter, je termine par un dernier élément. Tout ce que j'ai dit ici ne veut pas dire que demain est simplifié. Ne veut pas dire que demain est libre. Non. La bataille est pleine. Au fur et à mesure qu'on va avancer, les vagues seront très violentes. Mais il va falloir avancer. Vous avez vu une décision qui a été prise pour dire les enfants qui sont au niveau des ronds-points et autres, il faut voir comment il faut les prendre en charge. Partout, on sent que les gens crient. C'est comme si la décision qui a été prise là, bon, c'est pour mettre un côté religieux de côté piétiné. Pourtant, non. Parce que quand une décision est prise par le RDS, par le chef de l'État, c'est eux qui ont la gouvernail et l'information. Ils savent comment tel élément arrive et comment il faut prévoir. Parce que si les gens n'arrivent plus à créditer les armes en brousse, ils sont en train d'infiltrer les villes. Et les lieux de prédilection qu'ils ont, c'est les ronds-points et autres là pour se transformer en mendiants. Le temps d'avoir la force nécessaire pour rebondir. Donc il faut empêcher la mendicité au niveau des ronds-points. Parce que c'est des cartographies d'informations qu'on transmet. Vous avez même vu les ONG, certains Burkinabés ont crié, non, pourquoi on chasse les ONG, elles contribuent au développement du pays. Vous savez ce qu'elles font? Une ONG qui vient.
Tu dis que toi, tu es venu pour aider le pays parce qu'on est en crise. Tu veux quitter Ouagadougou. Tu veux voyager jusqu'à Doré. On te dit que comme tu es dans un pays, l'État va envoyer des représentants pour t'accompagner. Tu dis non, vous, vos textes ne permettent pas d'être accompagnés. Vous allez rouler, même si vous tombez dans un village où il y a des djihadistes, c'est des êtres humains, vous êtes autorisés à les nourrir. Bon, donc, ce sont vos lois comme ça. D'accord, mesdames et messieurs, vos lois, c'est chez vous, ça va s'appliquer. C'est pas ici. C'est clair. Voilà pourquoi aussi on dit, un partenaire qui est dans le pays a fait son choix, il y a une orientation, ça ne te plaît pas, on n'a pas enchaîné les frontières, on ne t'empêche pas de sortir, pars. Voilà pourquoi on a dit à partir de l'instant là, nous on va changer nos partenaires. Et on a changé. Mais quand on change, ça ne veut pas dire qu'on est contre quelqu'un. Non, quelqu'un ne peut pas venir me dire que lui, même plus que moi-même. Il faut que je choisisse. Tu mets ton pied sur mon cou. Je n'arrive pas à respirer. Et tu ne veux pas que je te dise, enlève ton pied. De la même façon que l'air est bien dans tes narines là, c'est bien chez moi aussi. Tu ne veux pas que je te le dise. Je te dis, non, pardon, enlève ton pied. Si je te demande pardon, tu refuses, je l'enlève avec force. Et quand on a dit aux coopérants de parti, des gens ont dit, non, s'ils partent 6 mois, on ne pourra pas tenir, ils sont partis, nous tenons. Et nous allons toujours tenir. Et justement, dans ces choix de partenaires, comme on passait par eux pour payer les armes et autres, on n'avait pas le choix, taper sur le net et regarder les avions de chasse que la France a achetés avec les États-Unis. Ces avions de chasse qu'ils achètent avec les États-Unis, chaque 6 mois, il faut que les États-Unis viennent recharger leur carte mémoire, sinon ça ne démarre pas. Donc tu payes des armes sur quelqu'un, et puis c'est lui maintenant qui est là, qui doit te télécommander même, il ne peut pas te permettre de voler. Pourquoi? Donc nous, on a changé de partenaire. Et on va même aller acheter là où il y a les bonnes armes, là où ça crédite bien. Mais maintenant, déjà, c'est là-bas même eux aussi, ils partaient acheter, ils partaient mettre leur nom pour vendre surfacturer. Donc toi, tu me volais. Moi, j'ai pris mon indépendance d'aller payer mes armes. J'arrive, je te trouve maintenant arrêté dans le même magasin. Tu me regardes, moi aussi, je te regarde. Et toi, tu es là, moi aussi, je suis là. Voilà. Et je te dis, on ne va même pas se limiter là-bas seulement. Voilà, quand on dit on va changer les curricula de l'éducation, là, c'est pour aller dans tous ces sens. Permettre à des enfants d'être très bien formés à l'école. Techniquement. Pour que, nous, on est nos sous-sols. On n'est pas des sous-hommes là. Si on va payer un PA au Japon, en Chine, aux États-Unis, on vient, on met ça dans le sous-sol, les jeunes prennent. Voilà, ils enlèvent, ils démontent, ils voient comment ça remonte. Le fer, là, ils n'ont pas commencé à fabriquer ça avant nous. Nos parents avaient des fours de fer. On va dire de produire. Puis on commence à produire. Puis d'ici là, on a des Kalachnikov, mais de Sa Majesté, voilà, Ndioro. Vous voyez. Mais maintenant, est-ce que c'est fini? C'est pas fini. Et c'est le tout dernier élément. Quand je dis de vous armer sérieusement, parce que beaucoup restent. Et le premier élément qui reste, chacun se pose la question franc CFA. On est dans franc CFA. Notre franc va sortir où? Quand? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? À quel niveau on est? Non, il faut avoir confiance au chef d'État. Le général Tiani du Niger a dit que quand ça sera prêt, ils vont autoriser aux uns aux autres, aux techniciens habilités de communiquer. Mais ceux qui se précipitent, qui demandent où on en est là, ce n'est pas parce qu'ils veulent notre bien. Ils croient que nous sommes oublieux. Quand on dit que tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu parles. C'est la même chose. En Guinée, avant 1958, ils ont su quelle était la maquette du franc guinéen. Avant même que Sékou Touré ne permette qu'on mette le franc guinéen en circulation, ils ont inondé tout le marché des faux biens. Vous voyez comment on tue l'économie? Donc tout ça là, on connaît, c'est la mémoire. Et vous venez vous asseoir, oui, ils en sont où? Ils parlent beaucoup. Ça te regarde. C'est ta monnaie. C'est nous, notre monnaie. Nous, on est prêts à faire sortir. Seulement, ce qui leur fait mal, on paye du matériel agricole, armé, ça rentre. Avant, c'était avec leur franc CFA. Il faut passer par eux. Ils vont traduire en dollars, en yuan, et puis ils retiennent ce qu'ils veulent. Ils contrôlent tout ce que tu achètes. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. On ne va pas vous dire avec quoi on achète. Mais quand on commande là, 1 mois, 2 mois, des cargos descendent, nous on en a. Puis on va continuer. Et puis on ne se prépare pas seulement. On ne se prépare pas seulement contre vos terroristes. Ce sont vos supplétifs armés que vous avez envoyés dans le désert. Voilà. Ce ne sont pas des terroristes de chez nous forcément. C'est vous qui êtes venus de vos lieux. La preuve est qu'ils ont des drones aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qu'on va faire là, c'est ce que nous avons choisi de faire. C'est ça qui sera fait. Donc, au franc CFA, on va pas dire c'est quel jour on va sortir, qu'est-ce qu'on fait. Ils n'ont qu'à regarder. Le matériel sera acheté. Il n'y aura pas d'argent qui va transiter par eux qui traduisent afin de nous suivre. Le deuxième élément, j'ai dit qu'on cherche à éliminer tous les Africains. On peut nous éliminer par 2 pôles, si on ne se réveille pas. Le premier pôle, c'est l'alimentation.
Parce que l'alimentation, c'est le premier aliment, c'est le premier médicament du corps. Malheureusement, on nous a décapés pour donner l'impression que c'est tout ce qu'eux, ils consomment là qui est bon, et chez nous, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, conséquence, c'est regarder notre fragilité humaine par rapport à ce qu'on consomme. Oui, des bouillons, des des macaronis, souvent des produits dont des animaux même ne doivent même plus consommer chez eux. On amène, nous on prend, petit riz comme ça, on met dans une grosse mamie, ça se gonfle, ça remplit. Il y avait quoi dans le riz là? Ouais, et puis chacun s'assoit, non, c'est ça qui est bon. C'est les produits chimiques qu'on a mis dedans, tu goûtes, ça touche les parois, tu dis que ça c'est bon. Même ce que ton papa a cultivé, toi-même tu as cultivé, tu sais très bien le sorgho a poussé derrière la case, tu connais son origine, on ne prépare ça, tu viens dire que c'est l'Afrique en danger, parce que c'est du tout. Ah bon? Toi qui es en danger, c'est pas l'Afrique qui est en danger. La preuve que regardez nos mamans, nos papas, hein, 80 ans, 82, 92, mais tu les regardes, ils tiennent toujours, ils marchent. Mais vous imaginez aujourd'hui, déjà 15 ans, l'enfant même va à l'hôpital, on demande, oui, on fait des examens, oui, qu'il a atteint de tension. Moi, je ne sais pas, il a géré quel foyer pour pouvoir avoir tension. Il y a quand même un problème. Donc si on ne fait pas attention, l'alimentation, ils vont nous empoisonner. Après l'alimentation, ce sont les médicaments. Regardez tout ce qu'on mange. Aujourd'hui, tu as le palu. On dit oui, tu as le palu. Tu t'en vas, tu payes un produit, tu te soignes, 2 mois plus tard, ça recommence. Tu t'en vas contrôler, on dit oui, que ça n'a pas pris. Ah bon? Tu es là à picorer des produits, des comprimés comme un coq. Il y a un problème. Or, on a des produits, des racines dans son temps. On boit, on bouillit, on te donne, tu bois là. C'est terminé. Mais on est venu nous blaguer pour dire non, on n'est pas des scientifiques, que nos parents là ne connaissaient rien. Comme un vieux qui est à la maison, même pour aller chercher le produit, il va te dire telle arme, va enlever la racine à 22h, va enlever l'écorce à 10h quand ça s'oriente vers le soleil, va enlever la feuille à 14h. Mais c'est parce qu'il connaît que dans la sève, ça veut dire le sang de l'arbre, la façon dont ça circule, la composition change en fonction du temps horaire. Mais qui lui a écrit ça, ce n'est pas un scientifique. Vous qui êtes scientifique là, ils ont utilisé même leur scientificité pour devenir plus racistes. Pourquoi? Et regardez les radios, les télés qu'on a là, quand ça se casse, regardez. Quand vous les étudiants élèves là, regardez dans les salles des laboratoires, vous rentrez tous les fils qui sont noirs. Tout ce qui est blanc, rouge, jaune, ça va sur les pôles positifs. Et tout ce qui est noir, c'est sur le pôle négatif. C'est nous qui sommes négatifs. Quand on va avoir la souveraineté, et quand nous allons être vraiment en stand-by, en plein vol, et correct, bien stabilisé, nos scientifiques aussi, on va être amenés à réfléchir. Puisqu'on va commencer à produire, tous les fils noirs seront menés sur les bornes positives, et les autres sur les bornes négatives. Puis en même temps, on dit, même culturellement, on nous cisaille, on dit oui, quand il y a deuil, non, c'est un malheur. Il faut s'habiller en noir. C'est le noir là qui est le deuil. Et on n'avance pas. Ah bon? S'il y a deuil là, habillez-vous en blanc. Voilà. C'est pas pour être raciste, mais la science est véridique. Et c'est la vérité comme ça. Parce que si on ne soigne pas une plaie qui est cachée, il faut avoir le courage de toucher la plaie et de soigner. Si on ne fait pas ça, c'est ce qui a fait le chef de l'État a dit de faire les reboisements, les pépinières, les plantes médicinales. Il faut qu'on retourne. On avait des capacités. L'Afrique a des capacités. Mais c'est pour ne pas nous permettre de savoir d'où on vient, où on est et où on part. Nous qui parlons comme ça, qui avons le courage de parler comme ça, ce n'est pas qu'il n'y a pas de danger. C'est parce que tout homme doit déterminer sa mission à assumer. Qu'on ne veuille pas tout ce qui respire là, demain tu ne seras pas là. Mais quand tu vas partir, tu ne seras pas là. Qu'est-ce que tu as fait dans la défense des générations futures? Parce que tu meurs, on te met dans un cercueil de 2 millions, t'amènes au cimetière, oui, que la terre te soit légère. Or, toi, tellement tu as été mauvais, en même ta mort, quand la terre a appris, on t'amenait dans la terre même pleure. On dit que la terre est légère. Qu'est-ce que tu as fait avant de mourir? Donc, c'est ce que tu dois faire avant de partir. Le sacrifice, c'est ça qui doit permettre à la terre d'être légère. Et l'avant-dernier élément, c'est, comment dirais, nos sous-sols et nos produits qu'on transporte. Vous prenez quelqu'un qui s'assoit sur une table, il a 10 produits différents. Quand vous regardez les 10 produits, un seul est fabriqué, soit dans son pays ou dans sa région. Tout le reste là, c'est importé. Ça veut dire quoi? On nous traite des pauvres parce que nous-mêmes inconsciemment, on rend les autres riches. Et c'est nous qui achetons. Et encore, ils modifient tout pour venir nous vendre.
Voilà pourquoi il y a eu 2 exemples. Tout le savon qu'on prend, on commandait ailleurs pour nettoyer les bureaux là. Le chef de l'État a dit ça va plus se poursuivre. Permettez à nos mamans de produire le savon liquide. S'ils voient quelqu'un, un ministre, un député, un président d'institution, qui va payer des choses dans des grandes alimentations et laisser nos mamans dans le quartier là, en tout cas, il va avoir une remise à jour. Voilà. C'est ce qui fait aussi, pour cette remise à jour là, l'élan patriotique géré par les gendarmes, les militaires, les policiers, les forestiers, les douaniers là, tout le monde devait y passer. Je dis tout le monde. Le chef de l'État t'appelle, il veut te nommer. Voilà la proposition. Voilà. Tu choisis. Ne même pas que tu choisis. Voilà la proposition. Tu dois aller dans les mains des FDS. C'est à eux de voir si ça sert à la gendarmerie, la police, les eaux et forêts, les douaniers ou les militaires. Tu fais une semaine. Voilà. Si tu t'en vas dans la zone là-bas, tu vas visiter le terrain, comment les corps sont calcinés et autres. Tu reviens avant de revenir t'installer. Pour que tu comprennes qu'on est en lutte. À ce moment-là, vous allez voir, il y aura moins de candidats qui cherchent des postes. Parce qu'il n'y a pas ça pour chercher des postes. Voilà. Donc, et comme je vais vous écouter, je vais m'arrêter là. Et tout ce que nous disons, nous n'avons pas la force. Mais Dieu a la force. Les ancêtres ont la force. La souveraineté, c'est pour pouvoir avoir notre liberté, nos assises au plan économique, culturel, sécuritaire, politique. L'espace de l'AES, ce n'est pas un espace qui est contre un peuple. L'espace de l'AES, ce n'est pas un espace qui se dit suffisant, il n'a pas besoin des autres. Non. L'espace de l'AES doit être un espace où l'être humain a tout son sens. L'être humain a toute sa dignité, tout son honneur. Et pour pouvoir avoir un tel espace, ne croyez pas qu'on va nous laisser en paix. Des dangers sont là, mais avec l'appui de la nature, des ancêtres, notre comportement en lien avec les valeurs de la nature, il n'y a pas de raison qu'on n'aboutisse pas. Donc, victoire à nos différents peuples. Merci.